Hop, je vais écrire un peu dans le chat. Ça y est, on est live. Pour ceux qui sont déjà connectés, si vous pouvez me dire si tout fonctionne, me dire bonjour aussi, c'est avec plaisir. Et si le son est OK. J'attends un petit peu avant de commencer. Ah, ça y est, je vois les messages. Un petit moment de flottement. Bonjour Hugo, bonjour Léa, Maxime, Anaïs, Manon, Marine, Olivier, Valentin. Salut Antoine. Laetitia, tout fonctionne. Eh bien, parfait. Impeccable. On va pouvoir commencer. J'ai sauté une page déjà. Moi, je suis pressé d'échanger en fait avec vous. Parfait. Ben, aujourd'hui, on fait un focus plutôt sur la partie e-commerce. On va vous présenter un petit peu, selon JWeb, les 4 clés, les 4 points indispensables en fait qu'il faut travailler en ce moment, puisqu'on sait que ça évolue vite et qu'il y en aura encore des nouveaux. Moi, c'est Sylvain, je suis le team leader, je suis team leader chez JWeb, pardon. Ça fait 10 ans que je suis dans l'agence et que j'ai la chance d'animer différents événements, webinaires, conférences. Et aujourd'hui, je serai seul pour ce webinaire. Donc, je compte sur vous pour utiliser le chat, l'onglet questions-réponses. C'est comme vous préférez, j'ai pris l'habitude de lire les deux pour poser les questions au fur et à mesure et que quand on échange et que je me sente un petit peu moins seul. On va pouvoir attaquer donc le sommaire. Les 4 points clés qu'on va voir aujourd'hui, c'est e-commerçant, comment vous arrêtez en fait de piloter vos campagnes au chiffre d'affaires et vous basculez en fait sur un pilotage à la marge, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Le deuxième point, comment on score et on va segmenter en fait votre flux produit. Pour être plus performant. Comment on craque Performance Max avec les différents sujets que vous devez connaître et mettre en place aussi une routine entre l'IA et Google Ads pour avoir un combo, un duo gagnant qui fonctionne. Pour ceux dont c'est la première fois sur les webinaires de JWeb, bienvenue, et qui ne nous connaissent pas, nous on fête nos 20 ans là dans quelques mois en juin. J'en reparlerai en fin de webinar. On est plus de 90 personnes, plus de 500 clients, vous voyez, différentes références, beaucoup d'acteurs d'e-commerce, plus de la moitié du portefeuille forcément, mais aussi de la lead gen, du drive to store, du retail, c'est assez varié. Et on accompagne ces clients-là sur du search, Google Bing, sur du display, du SEO, le social. Donc ce sont des pôles en fait d'expertise qui sont dédiés, avec une surcouche et des services transverses, du studio pour la partie créa, un pôle R&D et innovation, dont vous allez voir beaucoup de choses dans le webinaire aujourd'hui sont issus de tout leur travail en fait au quotidien, une partie data et une partie formation. On va commencer direct par la première clé, le pilotage à la marge. Alors le principe, il est assez simple, c'est aujourd'hui, on pilote majoritairement les campagnes à la valeur de conversion et donc au chiffre d'affaires généré par les conversions ou les commandes. L'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire une transition qui soit fluide, efficace et moins douloureuse vers un pilotage à la marge, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est ce qu'on entend souvent. OK, on fait du CA, OK, on fait du ROS, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est la vraie rentabilité sur de la marge brute. Donc, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'il existe différents niveaux. Bien entendu que le niveau 4, c'est le niveau ultime et c'est celui qu'il faut mettre en place si on veut vraiment parler de j'ai un compte Google Ads qui est piloté en fait à la marge par l'algo, par l'humain. Mais on sait que c'est assez complexe à mettre en œuvre et l'idée, c'est de vous montrer les différents niveaux qui sont possibles de mettre en place. Le niveau 0, c'est aujourd'hui, en fait, on pilote un compte sur du chiffre d'affaires, même si on a conscience qu'on a des marges plus ou moins élevées sur telle catégorie, sur tel produit. On essaye de les booster, mais c'est pas forcément concret. Et ensuite, on va voir différents niveaux. La création d'un label, l'import de données issues en fait du tracking et du flux, l'intégration de la marge directement dans votre flux et stade ultime,
changer la valeur de conversion, qui ne sera plus du chiffre d'affaires remonté, mais directement en fait de la marge. Donc je vais vous présenter en fait les différents niveaux. N'hésitez pas s'il y a des questions techniques, mais pas trop techniques non plus. C'est pas mon métier premier. Il faut voir directement avec nos account managers. Mais je serais ravi de répondre un peu à toutes vos questions. Je ferai des posts s'il y a besoin. Donc le premier niveau, c'est le fait de pouvoir piloter vos campagnes shopping et performance max avec en fait un scoring des produits, ce qu'on verra un petit peu plus tard, en fonction de tranches de marge. Comme on sait qu'un e-commerçant, comme ça doit être votre cas, dépense entre 60-80% de ses investissements sont issus d'un flux shopping, un flux produit, donc shopping, Pimax, etc. C'est déjà une première étape qui est intéressante. L'idée est assez simple, c'est que vous allez pouvoir, dans votre flux, en utilisant ce qu'on appelle les custom labels, les étiquettes personnalisées, définir en fait des tranches de marge. Il y a différentes façons de faire, mais l'idée c'est de catégoriser en 3, 4, 5 niveaux votre flux produit pour pouvoir indiquer en fait quels sont les produits qui ont plutôt une marge faible et ceux qui ont plutôt une marge élevée. Et après, à vous de voir, on peut faire les 3 niveaux, faible, moyen, élevé. C'est déjà un bon début. Voire un peu agrandir. Tout dépend aussi des amplitudes de marge que vous pouvez avoir en fait dans votre catalogue produit. Ce qui est intéressant, c'est que l'implémentation elle est assez rapide, puisque ça, c'est des données que vous pouvez avoir de manière macro facilement en interne, que vous allez pouvoir implémenter pour aussi créer des règles, généralement par typologie de catégorie de produits pour indiquer c'est plutôt des marges élevées, plutôt des marges faibles. C'est pas un niveau de précision ultime, mais c'est déjà un bon début. Et ça va permettre justement en fait d'aller développer votre structure shopping et performance max pour aider l'algorithme en fait dans la stratégie d'enchère que vous allez indiquer. Concrètement, je crée une campagne Pimax avec des produits qui sont plutôt sur des marges élevées. Je vais plutôt lui demander d'aller chercher du volume de conversion parce que je sais que la marge est élevée et donc la rentabilité sera bonne plutôt que de travailler la rentabilité. À l'inverse, là où j'ai une marge qui est réduite, et où je dois faire très attention, je vais plutôt privilégier la rentabilité que la quantité. Donc, je vais lui demander comme objectif des retours sur investissement qui vont être plus élevés pour essayer de maîtriser. C'est déjà un premier niveau. Le seul inconvénient, il y en a deux. Le niveau de granularité, comme vous voyez, il n'est pas hyper développé, même si c'est déjà bien. Et ça va fonctionner que sur les campagnes avec un flux produit, donc tout ce qui va être du display, du search, d'Imagen, etc., où il n'y a pas forcément de flux. Ça sera forcément pas pris en compte. La deuxième possibilité, c'est de pouvoir en fait intégrer directement dans votre tracking des variables avec en fait le coût de revient et donc d'avoir un calcul sur la marge brute. Ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est au niveau de votre tracking, il va falloir intégrer en fait les ID des produits qui sont commandés. Donc, c'est les ID en fait qui sont issus du Merchant Center. Et à côté de ça, de créer un flux secondaire dans votre Merchant Center pour indiquer sur chaque produit en fait les coûts de revient. Ce qui va permettre en fait de faire le matching entre quand je fais une commande, le tag se déclenche, j'ai les ID qui sont associés au panier en fait ajouté avec les coûts de revient et on va avoir une colonne en fait qui est directement disponible dans Google Ads qui va s'alimenter, qui va permettre en fait de donner la marge en valeur qui est générée. C'est intéressant, mais ça reste en fait, ce n'est pas une conversion en tant que telle, c'est une colonne supplémentaire que vous allez pouvoir intégrer en fait dans la plateforme et dans les différents tableaux au niveau campagne, groupe d'annonces, etc. Donc là, on est plutôt dans je visualise, je prends des décisions de manière manuelle que vraiment quelque chose qui est automatisé avec l'algo qui travaille, etc., comme une vraie conversion. Donc ça, c'est le petit parallèle, on verra par rapport à la dernière version qui va plus loin sur ce sujet. Le troisième niveau, ça rejoint le premier niveau, mais on va simplement aller sur un niveau de granularité qui est beaucoup plus élevé. L'idée, c'est de créer un flux en fait secondaire qui s'apparente un peu comme la deuxième version, hein, tout est un petit peu lié, où on va mettre en fait directement les niveaux de marge. Alors que ce soit en pourcentage, que ce soit en valeur, on est libre en fait sur le choix. Directement en fait pour l'ensemble en fait des produits et ça va permettre en fait d'avoir surtout en fait le même principe de pilotage avec des structures, des campagnes qui soient dédiées, mais qui soient forcément beaucoup plus précis que s'arrêter à marge faible, marge élevée. Là, on a vraiment différents pourcentages ou valeurs
et ça va permettre de segmenter un petit peu plus la structure des campagnes, de faire des A/B tests et de voir jusqu'à quel niveau de granularité en fait il va falloir aller. Je vois que j'ai des questions. Alors, j'ai une question de Maxime. Pourquoi ne pas directement remplacer la valeur CA par la marge pour que les algos soient en mesure d'optimiser automatiquement? Alors, en fait, si tu me fais la petite intro pour la quatrième, la version ultime, c'est en effet ça, niveau data layer, d'être capable de collecter en fait la marge et de simplement remplacer le chiffre d'affaires par la marge. C'est ce qu'on voit ici. On a, alors je fais avec la main, mais forcément vous n'allez pas voir, réflexe, toujours le chiffre d'affaires qui remonte. La marge, en fait, ensuite, qui est générée. Bon, là, il y a différentes typologies de marge qui ont été renseignées. Et on va pouvoir aussi dire directement de maximiser la valeur de conversion, qui en fait n'est plus des ça et de la marge. Donc, ça répond en fait à la question. Merci Maxime. On n'a pas préparé le webinaire ensemble, mais il me fait un petit peu les passes décisives. Comme je l'ai dit, je suis seul sur ce webinaire, donc merci pour le coup de main. Donc, en effet, c'est la troisième possibilité, à la différence en fait de la première version qui ressemble de très proche, c'est que là, on va modifier un flux. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire à côté, qu'on peut travailler, même si ça pose des questions de mise à jour, etc. Là, on parle vraiment d'aller changer en fait un tracking et à savoir aussi qu'un data layer est accessible. Donc, il y a du partage d'informations. Il faut un petit peu tricher dans le nom qu'on va utiliser pour pas que ça soit compréhensible, que ce soit de la marge. Mais c'est souvent en fait ce qui pose problème et c'est beaucoup de questions qu'on a souvent des clients ou des prospects avec qui je discute. Je ne veux pas partager ma marge à Google. Ah bah Hugo qui en parle, j'avais pas vu. Comment s'en protéger? En fait, la réponse, désolé, un peu bateau, parce que comme tu dis, le data layer est accessible. C'est en fait avoir une valeur avec un nom qui ne correspond pas à la marge. Et à part, bon, s'il y a des petits malins qui sont hyper forts et qui arrivent à comprendre le système, il n'y a pas trop d'autres solutions puisque voilà, comme le data layer est accessible, on pourrait préciser que c'est un chiffre d'affaires sans la livraison ou donner un nom qui n'a rien à voir pour pas que ça soit concrètement compréhensible. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi de rendre potentiellement ça visible au grand public, c'est compliqué. Et aussi de partager les infos en fait à Google, c'est souvent les deux freins qu'on peut avoir. Il y a plusieurs en fait réponses à ça. J'en ai donné une pour le data layer. Et après aussi, quand vous voyez dans le flux, le fait de pouvoir mettre la marge en valeur ou en pourcentage. On peut aussi avoir des codes, notamment sur les tranches, etc. On peut aller sur des tranches très granulaires, de 10 à 15%, de 15 à 20%, etc. Et en fait, on peut avoir une matrice, ce qu'on fait de parfois, on remplace en disant AB1 ou BZ2. Je dis n'importe quoi exprès, mais c'est le principe d'une table matrice où du coup, vous savez en fait les différents niveaux de marge. Et dans le flux, vous allez indiquer un code qui va vous permettre à vous de piloter, à l'algo de piloter, puisque c'est vous qui définissez les stratégies d'enchères, mais que ça soit pas forcément visible. Donc, merci à vous deux pour me faire les enchaînements. Ils sont top. Je crois que j'ai une question aussi. Non, j'ai rien là-dedans. Ok, parfait. Voilà. Et donc là, on est sur le dernier niveau où on va vraiment modifier au niveau data layer et pouvoir remonter directement en fait la marge. Et là, encore une fois, il y a plusieurs stratégies possibles. On continue à piloter au chiffre d'affaires et on a la marge en objectif secondaire. On peut aussi se dire qu'il y a certaines campagnes où on veut piloter vraiment à la rentabilité pure, à la marge, d'autres où on veut continuer en fait à piloter au chiffre d'affaires, à piloter à l'acquisition de nouveaux clients. Il faut aussi comprendre que on peut avoir différentes stratégies, différents objectifs aujourd'hui sur un compte, ce qui est vraiment bien, et qu'on peut le changer au niveau campagne. Donc, je peux avoir une performance max avec un tracking nouveau client, et donc je vais pousser pour aller chercher que du nouveau client, ou en tout cas, c'est ce que l'algo va faire. Je vais en avoir une autre qui va être pour faire du chiffre d'affaires au maximum parce que je veux déstocker par exemple. Et donc mon objectif de marge, c'est pas le but, c'est vraiment écouler mes stocks. Et après avoir un objectif vraiment qui va être sur la marge, sur une autre partie en fait de mon catalogue, où là l'algo va devoir faire le plus de valeur possible et donc le plus de marge possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce switch permet humainement à nous de changer notre prise de décision, de revoir notre stratégie par rapport aux résultats, mais surtout à l'algo, de répondre en fait à vos exigences de faire du CA, c'est bien, faire plus de marge, c'est mieux. Mais voilà, l'un va avec l'autre, on peut vraiment avoir différentes typologies, c'est aussi les questions souvent qu'on a en termes de retour. Hop, j'ai perdu ma souris. Deuxième clé, et celle-ci, le niveau de marge en faisait partie, c'est comment optimiser, scorer et segmenter votre flux produit.
que vous ayez un catalogue de 1000, 2000, 3000 ou plusieurs dizaines, voire centaines, milliers de produits, il est nécessaire, selon vos différents objectifs, caractéristiques, de segmenter en fait le flux produit pour donner plus d'informations en fait à l'algo de Google ou pouvoir mieux le piloter, mieux l'orienter en fait dans la prise de décision, parce que sinon, même si on a tendance à toujours un peu taper dessus, c'est un peu la réalité de vous formez pas quelqu'un, il est pas bon. En fait, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce qu'il est pas formé. C'est un peu le même principe avec du Pimax ou avec les algos. C'est à nous aussi de nourrir en fait la machine et donc lui donner plus de données en fait pour qu'il soit meilleur. Donc on a fait une espèce de map qui résume un petit peu les différentes thématiques qu'on utilise aujourd'hui, ou les principales en tout cas, pour segmenter en fait un flux produit. Forcément, on va segmenter en fonction des ventes, en fonction du volume de vente, pour pouvoir identifier quels sont les tops, flops, les best-sellers, etc., pour travailler différemment. La marge, on en a discuté. En fonction aussi de la saisonnalité, de pouvoir maximiser en fait la visibilité lorsqu'on a des promotions, lorsqu'on a des OP ou lorsqu'il y a des produits qui fonctionnent très bien à telle ou telle période. On a aussi en fonction du stock, en fait, en fonction des typologies de taille qu'on a de disponibles, notamment dans la mode, dès qu'on a plus de M et de L qui sont les tailles plutôt standards, c'est plus compliqué de vendre, c'est des segmentations qui sont possibles. Ou si on veut être dans une optique de déstockage comme je l'expliquais, si aussi on a des clients qui savent en fait quand ils ont du stock sur des produits, alors que ces produits sont souvent en rupture de stock chez la plupart des revendeurs ou des concurrents. Enfin, là, c'est des campagnes dédiées qu'on peut mettre pour pousser et ça marche hyper bien. En fonction du prix, puisqu'en fait, il y a un benchmark qui existe sur Google Merchant Center qui peut vous donner en fait une analyse sur comment vous vous positionnez en termes de prix sur des produits, plus cher, moins cher. Et ça peut aussi, nous, derrière, être récupéré, retravaillé au niveau flux et pouvoir se dire, j'ai des campagnes actives qui se basent sur le fait que en moyenne, je suis 20% moins cher que sur le marché. Et bien entendu, il y a des roulements qui se font. Et en fonction de vos objectifs, si vous avez des produits qui sont plutôt destinés à recruter, réactiver, fidéliser en fait vos clients, c'est pareil, on peut en fait les isoler et les travailler sur des stratégies et des campagnes dédiées. On me pose la question, Hugo, sur le server side. Vous avez déjà mis en place, vous avez senti une vraie différence. Alors oui, il y a une différence, mais en fait, elle va surtout s'accentuer dans le futur que maintenant. Donc là, aujourd'hui, la différence, elle est pas. Enfin, en fait, il y a plein de configurations et de choses différentes. Ça dépend de où on part, d'où on en était pour y répondre. Mais oui, il y a une différence, mais elle va se marquer de plus en plus avec tous les changements qui arrivent aussi. Et c'est là où vraiment ça sera essentiel. Mais c'est vrai que le discours, c'est de dire, il faut le faire, sans forcément se dire qu'il y a une différence, parce que si on le fait pas, là par contre, il va y avoir un gros impact. Et après, on vous a sélectionné quelques segmentations script que nous, on utilise, certains dont on présente assez souvent. On les remet parce qu'en fait, souvent dans des appels d'offres, en prospection, des audits qu'on peut faire, en fait, c'est des choses qu'on revoit souvent. Enfin, qu'on voit qu'ils ne sont pas utilisés, pour être plus précis. Alors que ça fonctionne hyper bien. Le Zombie Product, c'est quoi? Vous avez un catalogue. Donc, nous, on avait fait le test. Ça date de quelques mois, voire années aujourd'hui. Sur 50 de nos comptes, on s'est rendu compte qu'en moyenne, l'algo, Pimax, Shopping, on avait 40% de produits, ce qu'on appelle zombie. Un produit zombie, c'est quoi? C'est un produit qui a eu 0 clic sur les 30 derniers jours. Donc, par logique, on se dit que l'algo n'a pas souhaité générer du trafic dessus parce que ça ne marche pas. Et c'est pas du tout, en fait, la réalité. Donc, on a même des comptes où ça monte à 60, 70, 80% du catalogue. Et l'idée, c'est quoi? C'est de les labelliser assez simplement, en fait, au niveau du flux, de pouvoir, en fait, forcer, booster la diffusion à travers une campagne dédiée. Et on s'aperçoit quoi? C'est que Google pousse les produits faciles, atteint vos objectifs de ROS principalement, et ne va pas forcément pousser des produits ou leur laisser une chance. Un produit qui sous 30 jours a été affiché 20, 30 fois avec 0 clic, je sais que l'IA et les algos sont très forts, qui font de la prédiction,
mais c'est pas encore au point a priori vu les résultats qu'on a derrière, parce qu'en fait, ils leur laissent pas la chance. Et donc, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Et ce qu'on constate, on a mis 3 comptes, mais honnêtement, pour avoir fait les analyses, c'est assez proche sur l'ensemble de ces comptes-là. C'est qu'on va chercher un incrémental de chiffre d'affaires, puisque ces produits ne diffusaient pas, de l'ordre de 10 à 15%, avec généralement une rentabilité qui est quasi identique, voire un petit peu inférieure. Mais c'est des résultats qui sont plutôt très bons, quoi. J'ai une question de Paul. Est-ce qu'on doit exclure les produits zombies des campagnes shopping initiales, une fois qu'on a créé une campagne zombie avec ces dits produits? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est des roulements. C'est-à-dire qu'on a un produit dans n'importe quelle campagne qui n'a pas diffusé, qui n'a pas eu de clics sous 30 jours. Automatiquement, il est labellisé. Automatiquement, il bascule dans la campagne zombie, qui du coup est dédié à ça, qui va forcer, qui va l'aider à diffuser, parce qu'on est beaucoup moins restrictif sur les stratégies, sur la rentabilité. On va surtout maximiser en fait la visibilité et le fait d'aller chercher du chiffre d'affaires. Si ce produit diffuse, qu'il est performant et qu'il re-rentre dans une autre segmentation, par exemple super rentabilité en termes de ROI, et ben là en fait il est rebasculé dans la campagne qui correspond. Donc c'est souvent un jeu de va-et-vient. L'idée c'est que quasiment en temps réel, la performance du produit ou la saisonnalité, le fait que ce soit un produit recruteur, tout ce qu'on a pu voir avant, fait que ce produit va bouger en fait de campagne en campagne pour à l'instant T bénéficier de la stratégie qui correspond à ses performances. J'ai une autre question de Sandrine. Constatez-vous un nombre de produits max minimum à inclure par campagne? Non. À moins que j'ai pas forcément saisi la question, mais après, forcément, quand on a une campagne, si on est sur du monoproduit, c'est clair qu'on est de manière globale moins performant que si on a un choix qui est plus important et l'algo est peut-être moins efficace. Mais après, il n'y a pas de maximum. Je pense qu'on a des comptes où il y a des centaines de milliers de produits ou des dizaines de milliers, donc j'ai pas de point là-dessus, quoi. Olivier, comment vous faites SVP pour pousser un produit pour lequel on vient d'avoir un top prix, par exemple, mais qui n'est pas un top vente ou un top marge, pour éviter d'attendre que Google ne le détecte? C'est une bonne question. En fait, là, pour y répondre de manière précise, c'est comment, Olivier, tu arrives à me dire comment tu détectes que il est en top prix. Soit c'est issu du Merchant Center qui nous donne les rapports et qui nous dit, voilà, en moyenne, on est plus ou moins cher chez JVWeb, le pôle innovation, le pôle R&D à automatiser. Et en fait, tous les jours, en fait, il scanne les produits, il voit si ça correspond sur les critères du Merchant Center et ça le permet de le mettre dans la bonne campagne. Si c'est plutôt toi qui va me dire que là, tu sais que tu es hyper bien positionné en prix, un peu l'exemple que j'ai donné dans le stock, on a des clients qui sont très forts pour nous dire, bah là, j'ai un stock sur ces produits-là, ça cartonne en ce moment, et en fait, la plupart des concurrents n'ont plus de stock, surtout sur les produits saisonniers, en fait, où ça part très très vite, ou si on a mal géré ses stocks, ou si on est sur des marques avec des quantités limitées, etc. Là, c'est plutôt le client qui, en fait, nous donne l'info et qui nous permet de le pousser via une campagne isolée et dédiée, surtout si c'est un geste qu'on fait de manière régulière. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est ce que j'ai en tête. Autre exemple, c'est pas parce qu'on fait tout ça, c'est-à-dire qu'on essaye de segmenter, d'avoir un bon tracking et tout, que l'algo, comme tout le monde, comme un humain, ne va pas passer à côté et en fait vous faire gaspiller de l'investissement. Donc il y a un autre script en fait qu'on utilise qui est assez simple, qui nous fait ressortir les produits qui ne sont pas dans l'objectif en fait de rentabilité, parce que par définition, c'est un peu comme tout dans une campagne, vous allez avoir des produits qui sont bien au-dessus de l'objectif, qui tirent vers votre campagne, d'autres qui diffusent pas, hop, en zombie, d'autres qui font du CA mais qui ont une rentabilité qui est pas au niveau de ce que vous avez soit déterminé dans la campagne, soit de votre objectif global. Mais l'équilibre de tout ça fait que tous les mois, Google, vous lui demandez un ROS de 5, il fait les 5. Et si on va pas plus loin, on se dit OK. Mais en fait, quand on creuse, qu'est-ce qu'on voit? On voit, donc ça c'est un vrai exemple qu'on avait rajouté, que là, sur les 30 derniers jours, on a 5 000 € dépensés sur des produits qui ont fait soit 0 vente, soit avec l'attribution qui sont à moins d'une vente, donc anecdotique, soit en termes de rentabilité, 20 000 € investis pour un ROS à 0,60. Il n'y a personne dans le e-commerce qui peut se contenter et être rentable sur un ROS de 0,60.
Mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'au niveau campagne, ces produits-là, et l'ensemble, enfin, je veux dire, au niveau de la campagne, on atteignait l'objectif peut-être qui était fixé à 4, 5, 6. Et donc ça, on peut facilement en fait passer à côté. Et là, c'est de se dire, en fait, ça vaut le coup de récupérer ces investissements pour aller booster d'autres campagnes, tester des nouvelles choses ou simplement booster la campagne existante, parce que Google va avoir plus de budget et qu'on l'incite à le mettre sur des produits qui sont plus rentables. Un autre exemple qui fonctionne pas mal, qui est assez spécifique, je vais le passer assez rapidement. Celui-là, il fonctionne quand vous avez des produits qui sont assez techniques ou quand vous avez des usages qui sont assez différenciants ou assez spécifiques. Puisque ce qu'on fait, c'est qu'on va dupliquer en fait les ID produits et on va simplement changer les titres de ces produits-là, souvent quand on a plusieurs façons en fait de les rechercher. C'est pour ça que je parle de produits plutôt techniques ou à cas d'usage particulier. Là, l'exemple, c'est dans la pièce détachée. Dans la pièce détachée, le nom de la pièce peut se dire de différentes façons. Certains vont chercher la pièce de manière générique, d'autres vont être hyper précis en connaissant le modèle, voire même la référence qui est une série de chiffres imbuvables. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme le matching se fait quand même en majorité sur est-ce que le titre correspond à la requête, on a dupliqué les mêmes produits, on a en fait changé les titres. Et ça permet à Google de se dire, quand je cherche un balconnet bouteille, je vais plutôt afficher le produit numéro 1. Par contre, si je cherche que c'est pour le froid, je vais prendre le produit numéro 2. Et quand en fait j'ai regardé un petit peu et j'ai compris exactement le produit qu'il me faut pour, je sais pas ce que c'est peut-être pour un frigo, et que je tape la référence WBE, etc., ça va plutôt afficher le produit 3. L'idée, c'est de viser toujours le top 1 en termes de position parce que la requête est quasiment parfaite par rapport à ce que cherche la personne. Donc ça fonctionne dans des business où sur le même produit, on peut avoir des typologies de recherche qui sont assez différentes. Celui qui marche hyper bien et qu'on adore parce qu'il est plug and play à mettre en place, c'est en fonction de la rentabilité constatée actuellement sur le compte. C'est un peu le cousin de la marge. La marge demande beaucoup de travail, de setup, etc. Là, l'idée, c'est qu'on a un script qui va nous sortir régulièrement les niveaux de rentabilité en fait des produits et on va pouvoir les classer dans les bonnes campagnes. Donc, c'est pas la marge, c'est moins détaillé, spécifique que ça, mais c'est déjà une bonne idée. Et là, en fait, dans l'exemple, ça va trier automatiquement les produits et on voit que donc la deuxième ligne, c'est les produits qui sont OK ou dans la cible, donc deuxième et troisième ligne. Donc là, ça veut dire que l'objectif de ROI se situait entre 9 et 10, j'imagine. On voit aussi qu'on a une énorme partie des dépenses sur des produits qui ont un ROAS qui est élevé. On peut se poser la question de se dire, on fait 1,4 million de marge ou 3,6 millions de chiffre d'affaires. Est-ce qu'en dégradant ma rentabilité à 10 ou 11, sachant que je suis toujours au-dessus de l'objectif que je me fixe, en fait, en valeur, je vais aller chercher plus de marge et en chiffre d'affaires aussi. Et bien sûr, celui-là, je ne vous fais pas l'exemple, mais on voit aussi qu'on diffuse sur des ROS à 2,6, donc c'est pas bon, très très loin de l'objectif, et ça, c'est des choses qu'il faut vite cutter parce que ce n'est pas rentable. C'est ce fameux équilibre en se disant, si on prend les coûts de ces produits versus la rentabilité, en faisant le calcul, on va tourner aux alentours de 9, c'est ce qu'on a demandé en fait à Google. Et en fait, à l'intérieur, on a quand même des produits qui sont 3 fois moins rentables, qu'on pourrait en fait killer au profit des produits qui fonctionnent bien pour leur donner plus de visibilité, plus de trafic et donc plus de conversion. Donc ça, c'est super utile pour segmenter facilement. C'est un script, pour ceux que ça intéresse, il y aura mon adresse email à la fin. Vous pouvez me contacter, qu'on peut plugger sur votre compte facilement. Si je modifie le nom du produit dans le Merchant Center, sera-t-il écrasé par le cron? En fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu gardes le même GTIN ou les mêmes identifiants obligatoires. Tu vas simplement changer le title. Donc, en fait, tu vas avoir... et après, tu mets l'ID produit est changé, un peu comme un ID enfant. Mais par contre, tu vas garder le même GTIN, etc. Donc, c'est pas écrasé, c'est des produits qui vont en fait s'ajouter. Tu vas avoir 3 fois le même produit avec un ID différent, mais un EN qui va être le même, puisque c'est le même produit. Et un title qui va être différent. Donc ça ne vient pas écraser, ça vient s'ajouter. Bien entendu, quand je tape le mot-clé qui correspond, on va pas avoir 2 fois ou 3 fois ou 4 fois le produit.
C'est simplement que Google va pouvoir choisir en se disant, lui, il est vraiment plus adapté en termes de recherche. Et ce qu'on vise, c'est de favoriser absolument la première position parce qu'on est quasiment parfait en termes de matching. Donc, en fonction des business, ouais, c'est vraiment un truc intéressant. Ça s'applique pas partout, mais quand c'est technique, spécifique, c'est un truc qui marche bien. Et un autre point pour le scoring, je ne sais pas encore si c'est une bêta ou si c'est live ou certains y ont accès, donc dites-moi dans le chat si vous connaissez, si vous l'utilisez. C'est ce qui s'appelle le Merchant Excellence. C'est un produit Google. C'est un produit qui est vachement bien, qui permet justement en fait de faire un audit en gros de votre flux. Ce qu'on a déjà un peu sur le Merchant Center, mais qui ici en fait est beaucoup plus poussé et qui aide facilement à détecter les opportunités d'amélioration du flux. Parce que bon, scorer, segmenter, etc., c'est bien, mais de base, il faut un flux qui soit très très solide et qui soit bien fait. Et cet outil-là est vraiment bien puisqu'il y a beaucoup de métriques, il y en a une quarantaine. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont classées par typologie d'objectifs que vous voulez atteindre, c'est-à-dire que l'audit vous dit, si vous voulez augmenter votre visibilité, augmenter votre CTR, c'est plutôt ces 3-4 points-là que vous devez en fait travailler. Il va vous dire en fait, est-ce que c'est OK, pas OK, le pourcentage de produits qui sont OK, pas OK. Donc un KPI assez simple pour savoir si on est bon ou pas. Ça va vous faire un benchmark par rapport aux top annonceurs de votre secteur, de comment eux se positionnent. Est-ce qu'ils sont meilleurs que vous sur certains KPI? Comment j'essaye de réduire le gap parce que ça se traduit dans la performance après derrière. Et il y a une notion de, bon, il y a d'autres choses, mais je vous présente ceux qui pour moi sont les plus intéressants, aussi de priorité. Google va vous dire sur à augmenter votre visibilité, donc à être plus affiché dans le SERP shopping. Il y a 5-6 points en fait à travailler. Il y en a 2 où tu es OK, il y en a 4 à optimiser. Les priorités, c'est plutôt le point 3 et 4 plutôt que le point 1 et 2. Donc dans votre roadmap, l'idée, c'est pas d'utiliser l'outil et de se dire « Ah là, je vais pas m'en sortir avec tout ce qu'il y a à faire », c'est de pouvoir aussi étaler dans le temps et de mettre en place les quick wins en priorité et après d'avancer sur les autres chantiers en fait au fur et à mesure selon vos problématiques. Et pourquoi en fait il est aussi important, c'est que je pense que sur ceux qui sont connectés, vous avez dû suivre en février notre webinaire sur l'IA SO et surtout sur SGE. Ce qu'on constate, c'est que le flux produit va être de plus en plus essentiel. Alors, le flux, c'est le Merchant Center, donc il faut qu'il soit top. Vos fiches produits, c'est quelque chose aussi que l'IA sur la requête transactionnelle, même s'il se positionne un peu moins forcément que l'informationnel, va aller chercher en fait en priorité. Donc, d'être beaucoup plus précis sur les cas d'usage, etc. C'est quelque chose qui est en train d'émerger en termes de tendance. Donc, faut être hyper bon en SEA sur le flux, mais en fait, ça va aussi de plus en plus jouer en SEO et notamment avec l'arrivée de l'IA générative dans le SERP. 11h33, je vais un petit peu accélérer pour pas vous faire un monologue. N'hésitez pas s'il y a encore des questions. Les fondamentaux de Pimax. C'est assez simple, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit. À partir du moment où on est capable de segmenter son flux, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir segmenter sa structure et sa stratégie sur Performance Max. En fonction de la rentabilité, en fonction de vos performances, de vos objectifs. L'idée, c'est de se dire, je segmente mon flux pour être granularisé en fait un minimum ma structure, sans aller trop loin. Il y a toujours la notion de data qui est importante et volume de conversion. Et pouvoir aider l'algo à lui dire, cette campagne-là, je vais te donner tel objectif, les bons produits pour aller chercher de la marge, du CA, déstocker, du nouveau client. Et ça permet vraiment à l'algo d'être plus précis. Parce que si vous le donnez tout votre flux avec une seule stratégie et qu'à la fin vous dites, bon, c'est bien, il m'a atteint cet objectif, mais pas les 3 autres, logique. Parce qu'il n'a pas suffisamment d'infos. On en revient sur le côté je forme pour être bon. Un autre point aussi intéressant, c'est qu'on peut refaire ce qu'on appelle des SQR, des rapports de requête, via Performance Max. On a des insights qui donnent les tendances sur les thématiques de recherche, etc. Et nous, ce qu'on a fait chez JVWeb, parce que quand vous avez 5, 10, 15 Performance Max, des groupes d'éléments, etc., naviguer à l'intérieur, c'est assez complexe. C'est qu'en fait, on extrait ces termes de recherche. Vous pouvez le faire à la main, les télécharger, déjà, c'est très bien pour regarder. On l'a automatisé, en fait, nous, dans un Google Sheet. Et là, ça va vous donner, en fait, les requêtes, les recherches qui ont été faites, qui ont déclenché les performances max. Alors, on n'a pas par levier, etc. Ça, c'est un autre report. Mais ça va donner, en fait, une idée de est-ce que je veux garder, je veux pas garder, est-ce que c'est logique par rapport au produit, en fait, que j'ai mis dedans, si on a fait une certaine segmentation,
On peut aller jusqu'à modéliser pour sortir les KPIs qui ne sont pas présents, puisque là, en fait, on a les clics, les conversions, le chiffre d'affaires, mais on n'a pas le côté renta, coût par lead, coût par conversion, ROS. On peut un peu le modéliser pour se donner une idée, même si c'est pas parfait. Et on va pouvoir aussi mesurer la part de requêtes marque dans Performance Max, parce que ça, c'est aussi un plus gros sujet, en fait, qu'il l'est depuis longtemps, mais qu'il est pas mal, en tout cas, chez nous en ce moment. C'est qu'est-ce que je fais de la marque dans Performance Max, puisque par défaut, forcément, il va diffuser dessus. Et plus la marque est reconnue, plus il va diffuser de manière majoritaire dessus. On peut aujourd'hui exclure assez simplement avec une liste d'exclusion sur le compte votre marque. Mais la réalité, c'est que c'est un peu plus complexe que ça, de le faire ou de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, il y a un rapport qui existe, c'est un script qui est disponible. Parce que moi, ce que j'entends souvent, et j'ai entendu dernièrement sur un appel d'offres, c'est j'ai challengé mon agence sur Pimax et les performances. Ils ont fait des ajustements, ma rentabilité est repartie à la hausse. Je suis hyper content. Et en fait, le graphe qu'on voit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les modifications qui ont été faites, qui sont peut-être pas volontaires de l'agence, hein, elle n'a pas volontairement décidé d'aller se positionner sur la marque pour augmenter la rentabilité, c'est pas systématique. Mais on n'a pas forcément cette visibilité quand on creuse, surtout en tant qu'annonceur comme vous. Vous avez quelqu'un, vous avez un prestat, un freelance, donc c'est son métier de vous faire ces retours-là. On voit ici, en fait, chaque semaine, le graphe qui monte, c'est la part de requête marque sur la Performance Max. Automatiquement, quand on passe de 25 à 80% des conversions sur des requêtes marques, je vous laisse imaginer que la rentabilité ne peut être que meilleure. En fait, on fait plus d'acquisition. Et Pimax, même si c'est des full funnel, etc., on est tous en mode c'est pour faire de l'acquisition. Et du coup, il y a ce rapport qui existe, qui permet en fait d'extraire les termes de recherche. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais c'est un début. D'identifier les requêtes marques, tout simplement, et de pouvoir le modéliser sur des schémas qu'on va pouvoir suivre dans le temps. C'est intéressant à l'instant T sous forme d'audit pour voir ce que ça représente. En moyenne, ce que je vois, c'est 60% des dépenses sur Performance Max, 50 à 60%, sont issues de requêtes marques. Pas forcément de marques pures parce qu'on a tendance à les exclure, mais de marques plus génériques, plus mots-clés, etc. Donc c'est quand même assez important, c'est pas négligeable, quoi. Et là, on voit donc il y a différentes choses. Quelle est la part de conversion entre marque et hors marque, la valeur de conversion, la part des clics, etc. Donc l'idée, c'est de visualiser, de savoir en fait quelles solutions on peut faire pour éviter ça. Parce que généralement, on met une stratégie d'enchère qui est basée sur de l'acquisition et pas sur de la requête marque. Et aussi de voir dans le temps, en fonction des optimisations des actions qui ont réalisées, est-ce que on fait plus de conversion sur de l'acquisition, sur de la marque et de pouvoir en fait ajuster la prise de décision qu'on a. Et je termine par le dernier point, j'ai une question de Maxime. Pour shopping, est-ce que vous recommandez de passer par un CSS, donc un service de comparateur de prix, pour bénéficier de moins 20% sur les CPC? Alors, la réponse, ça va être très directe. Beaucoup le proposent. Encore aujourd'hui, je vois souvent ça en pitch. Il y a beaucoup de comptes qui l'ont. Je suis un ancien account manager, donc j'ai connu l'époque de 2016, je pense, où tout a commencé et où c'était des montants encore plus délirants que les moins 20%. J'en ai beaucoup parlé parce que régulièrement, on nous pose la question en interne avec nos team leaders, nos accounts qui ont pu le tester. Et en fait, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que personnellement, sur des centaines de comptes sur lesquels on a pu faire l'analyse, on n'a jamais réussi à prouver vraiment que entre guillemets, du jour au lendemain, il y a une baisse des CPC. Donc, je le ferai pas forcément pour ça. Par contre, pour avoir du double affichage, là, ça devient beaucoup plus intéressant et c'est avéré, on va dire. Mais sur les CPC, honnêtement, c'est très, très dur de savoir est-ce que vraiment ça performe ou pas. Parce que d'un mois à l'autre, il y a d'autres KPIs qui vont évoluer et on n'a jamais réussi à vraiment le déterminer. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu de vraies études sérieuses sur ces sujets-là, de mon point de vue. Je continue, Olivier, pour essayer de ne pas déborder et que votre vente ne gargouille pas avant la fin du webinaire, et je reprends ta question après. Et le dernier point, c'est l'IA. Nous, on a Lucas qui gère l'innovation chez nous, qui bosse énormément le sujet en fait IA, et de voir comment on peut intégrer l'IA en fait dans nos pratiques au quotidien pour être plus performant ou plus efficace, plus efficient. C'est un vrai sujet avec des vraies
des vrais résultats, des vraies améliorations. Le premier, c'est un produit Google, ça s'appelle Feedgen, qui vous permet d'optimiser. Donc, il est disponible sur GitHub facilement, vous pouvez l'utiliser. Je ne l'ai jamais fait perso. Optimiser le flux grâce à l'IA générative. Ça, c'est simple, c'est qu'imaginez dans votre flux, il vous manque certains champs, comme la couleur, c'est un truc un peu fréquent qu'on peut avoir. L'IA va être capable, en prenant les données issues du flux ou de la fiche produit, d'aller chercher cette information parce que souvent, cette info, elle est visible quelque part. Dans le titre, on va dire que c'est des chaussures de running qui sont noires, c'est mieux. Mais ça va pas forcément, après, au niveau flux, être mappé dans la catégorie que Google a classifiée sur la partie couleur. Donc, l'IA, en fait, elle est capable d'aller chercher ces infos-là et de nourrir, en fait, votre flux sur des choses manquantes ou sur l'amélioration de titres, de descriptions pour être plus impactant. Nous, par contre, on le fait chez JVWeb avec ChatGPT sur le même principe où on va, là c'est le cas de Valège par exemple, qui avait des soucis sur la création du flux, donc il n'y avait pas de campagne shopping en fait qui tournait, et on a créé un script dédié en fait via Google Sheet. On a aussi après développé différents prompts pour que l'IA nous aide à répondre aux problématiques qui étaient liées au flux. Donc là, la marque n'était pas toujours présente, les tranches d'âge, la couleur et la taille. Donc la marque, c'était un vrai problème. Et ça a permis vraiment d'améliorer les performances simplement parce que l'enrichissement du flux étant mieux fait ou fait tout court, ça permet à Google d'être plus efficace sur la diffusion, voire de diffuser tout simplement. Le deuxième sujet, c'est sur la partie wording, que ce soit en termes d'image ou en termes de wording texte. L'IA va jouer un rôle qui va être de plus en plus important puisque ça s'appelle le IA Powered Ads, si je dis pas de bêtises, qui va intégrer directement dans Google Ads et dans Performance Max. Vous allez pouvoir en fait directement créer des prompts ou avoir des suggestions de l'IA pour l'écriture en fait de vos annonces, de vos assets textuels. Il y aura même un chatbot, un prompt, etc. C'est des choses qui arrivent sous peu. J'ai pas forcément les dates. Ça doit déjà être accessible sur certains de nos comptes en alpha bêta. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que nous on a déjà en fait automatisé et rentré dans notre routine chez JVWeb. On a dans un premier temps, c'est la première difficulté, créé un script qui va identifier tous les assets d'un compte qui sont en performance faible. Puisque quand vous avez plusieurs campagnes performance max, différents groupes d'éléments, il faut rentrer dedans, il faut aller regarder chaque annonce pour identifier quels sont en faible. C'est un peu long à faire. Ça se fait, je vous encourage à le faire, puisqu'on n'a pas tous la chance d'avoir des super outils automatisés, parce que ça permet d'aller chercher de la perf. Mais nous, on va les isoler dans un Google Sheet, et ensuite, on va demander à l'IA via un prompt qui est dédié à chaque client, parce qu'il reprend un petit peu les USP, la cible, etc. Il faut qu'il soit efficace, c'est le principe d'un prompt. Des variables basées sur ce qui n'a pas en fait fonctionné, et ça nous permet en fait de rapidement en fait A/B tester et corriger sans passer trop de temps, je dirais, sur des assets qui sont faibles et qui impactent en fait les performances. Et pareil, il y a un produit Google qui va sortir, le Product Studio, qui sur le papier a l'air vraiment intéressant. Vous allez pouvoir générer automatiquement des images via l'IA, une forme de banque d'images assez simple, et aussi partir d'images existantes pour les customiser, les upgrader un petit peu grâce à l'IA. Donc là, on voit l'exemple qui est assez parlant sur je lui donne en fait une image produit toute simple sur fond blanc qu'on utilise généralement en shopping pour diffuser en fait après en retargeting sur du Pimax, sur différents formats. L'IA propose un fond, etc. On a commencé, nous, à faire des tests d'images automatiquement créées par l'IA pour nos clients. C'est encore en phase de test, c'est pas satisfaisant à notre niveau pour l'instant. Ce qu'on fait, par contre, c'est le côté audit. Donc là, c'est un exemple sur Meta, mais c'est le même principe, où on va challenger via un prompt, en fait, l'IA, qui va nous faire des recommandations sur qu'est-ce qui ne va pas dans les créas, quelles sont les idées de test qu'on pourrait mener, etc. L'idée, c'est pas de demander à l'IA d'être créatif et de nous proposer des nouvelles idées, c'est plutôt de gagner du temps puisque assez régulièrement, ce qu'il propose, si on y met un créatif en face, il va avoir les mêmes idées. Et ça permet à nos accounts rapidement de pouvoir en fait faire du roulement, proposer des idées d'A/B test pour essayer d'être plus performant.
Et c'est tout pour moi. Je vais prendre les questions pour ceux qui vont rester. J'en ai une en suspens. N'hésitez pas s'il y en a d'autres. Pour ceux que ça intéresse, vous êtes tous invités. Le 20 juin, on fête nos 20 ans sur Montpellier. Une après-midi avec des workshops, des conférences, un peu sur le même principe que ces webinars ou que celui-ci, et que j'espère vous avez apprécié. Donc beaucoup de choses aussi à apprendre, et puis une soirée bord de mer, sur une paillote, au bord de plage, voilà, pour fêter avec nous en fait notre 20e année déjà. Ça vous intéresse, jweb20ans.com si vous voulez un petit peu voir un peu plus le programme, etc. N'hésitez pas. Et continuez à nous suivre sur jweb.fr avec notre blog. Inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez avoir un petit peu la veille au quotidien de tout ce qu'on peut vous pousser, vous alimenter en fait dans votre veille. Et s'il y en a qui veulent creuser ces points-là, qui veulent un audit de compte sur ces sujets, n'hésitez pas à me faire un email, je vous réponds avec plaisir. Je prends les questions et puis on terminera là-dessus. Bon, pour ceux qui nous quittent, merci à vous. Hâte de vous voir au prochain webinar et puis bon appétit, bonne journée à vous. Et j'ai qu'une question pour l'instant, donc je vais la prendre et puis on verra si ça s'enchaîne. Olivier qui demande dans Pimax, il y a du display vidéo, Search GSA et Shopping. En effet, c'est les campagnes full funnel. Comment faites-vous pour pouvoir allouer plus de budget sur un des modules plutôt qu'un autre? Par exemple, sur Pimax Search plutôt que sur Pimax. C'est la question à 1 milliard, 1 million, je ne sais pas, qui est très dur à répondre. On peut aujourd'hui faire des campagnes, encore, peut-être que ce sera plus possible, qui soient focus uniquement sur du shopping. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, pour le reste, il n'y a pas de règles magiques ou de choses hyper précises qu'on va pouvoir faire. Je ne l'ai pas mis ici dans la conférence, dans le webinaire, parce qu'il fallait changer un petit peu les sujets et que celui-là est assez vu, entre guillemets. Il y a un script qui existe qui permet en fait de visualiser les performances au niveau, toujours pareil, un peu comme la marque, investissement, conversion, chiffre d'affaires, par typologie en fait de levier. Ça te permet déjà d'avoir une vue exhaustive de aujourd'hui ma Pimax sur 3-4 derniers mois, elle est à 80% sur shopping. Je dis ça parce que c'est souvent 60-80% sur du e-commerce. Un peu de search, un peu de vidéo, du search dynamique généralement, du search dynamique, pardon. De la vidéo et du display. Ça permet de savoir. Ensuite, il n'y a pas de règle pour se dire je veux favoriser tel ou tel canal. Par contre, l'intérêt du rapport, c'est qu'en fonction des actions que tu vas y réaliser, tu changes les créas, tu changes les vidéos, tu fais des exclusions d'emplacement, de requêtes, etc. Tu peux suivre dans le temps, est-ce que ça a un impact sur tel ou tel canal et que tu arrives à aller chercher ce que tu souhaites, on va dire. Mais sinon, il n'y a pas de règle magique. C'est le principe de la campagne d'être plutôt full funnel et de pas pouvoir en fait axer vers l'un ou vers l'autre. Et c'est ce que nous, on cherche à faire à travers un peu tout ce que je vous ai présenté. De faire confiance à l'algo. Il est très fort, il faut l'alimenter, mais en même temps, comme tout le monde, de savoir corriger en fait ses erreurs et de regagner un peu de maîtrise sur ce sujet. C'est tout pour moi. Je vais attendre patiemment quelques secondes, savoir si parmi les personnes qui restent, il y a des questions. Et on pourra arrêter là. J'ai l'impression qu'il y a un seuil d'investissement au-delà duquel je me suis aperçu que Pimax va chercher de l'incrémental sur le display vidéo. Est-ce que vous le constatez aussi? Alors là, c'est assez technique. J'avoue que je ne saurais pas te dire de manière précise. Ce qui est sûr, c'est que sur l'investissement, je ne sais pas. Après, oui, c'est un budget limité que tu vas le décaper. S'ils veulent dépenser potentiellement, en fait, ils se disent, je suis déjà au max du shopping pour atteindre leur AOS. Ton budget est limité, tu l'augmentes fortement. Ce qu'on constate, oui, c'est que parfois, il va y avoir une proportion qui va exploser sur de la vidéo, sur du display. Comme avant, en fait, on avait des fois des vagues de performance. Et maintenant, avec ce fameux rapport, on peut dire, en fait, là, le ROS, il s'est effondré parce que il a décidé d'investir à fond sur du display de la vidéo. Et l'idée, c'était de se dire, maintenant qu'on a cette info, qu'est-ce que j'ai fait, ou des fois rien, en termes d'optimisation qui explique cela, et ça permet d'apprendre, en fait, à dompter l'algo sur ces sujets-là. Donc, investissement, je sais pas, mais changer une stratégie d'enchère, changer un budget,
oui, ça peut en fait impacter où il va aller beaucoup plus sur tel ou tel canal. Tu baisses l'objectif de rentabilité, elle va dire ok, je peux réessayer d'ouvrir les vannes sur du display et du YouTube parce qu'avant je voyais bien que ça fonctionnait pas, j'ai testé, j'ai arrêté. Angelica, bonjour, hein, comptez-vous partager le support sur webinaire avec les participants? C'est vrai que je l'ai pas dit. D'habitude, on me pose la question dès le début, et donc je réponds. Mais en effet, vous allez recevoir dans les prochains jours le support. Et bien entendu, si, comme je parle un peu vite aussi, vous pouvez revoir en fait le replay sur certains passages, la totalité pour ceux qui sont vraiment fans, qui ont envie. Donc il y aura les deux qui seront disponibles, quoi. C'est cool, j'ai encore quelques questions. Et après, allez, je prends les deux dernières et je m'arrête là. J'ai un produit qui me coûte cher sur Pimax, mais pas sur Display ou Search. Je peux escalader dans le flux pour le retirer mais une part dans Pimax Display Search. À partir du moment où tu sors le produit, tu ne diffuses plus du tout. Je suis pas certain de ce que je dis, mais il me semble bien que remarque avec les URL, je sais pas. C'est une très bonne question, je me la garde. Je pense que j'ai déjà des gens de chez nous qui, dans le chat, vont me faire la réponse, mais celle-là, je vais me la garder pour savoir, quoi. Mathieu, si tu m'entends, elle m'intéresse cette question. J'ai pas la réponse. Merci Caroline, bonne journée. Et Hugo, j'ai un compte qui vend des chaussures et ça ne me performe pas. Suis-je le seul sur le marché de la chaussure qui n'arrive pas à générer des conversions? Alors, tu dois pas être le seul, je pense, mais il doit y en avoir plein qui doivent y arriver. Là, je ne saurais pas te donner la réponse. Tu lances une bouteille à la mer. Donc, pour ceux qui veulent aider Hugo, tapez 1 ou ajoutez-le sur LinkedIn si vous avez une réponse. Là, je peux pas donner plus. Je vais stopper là. Merci à tous. Merci pour les questions. Je me suis senti du coup accompagné pendant ce webinaire. C'était hyper agréable. Et on se donne rendez-vous pour un prochain. On est en train de bosser celui d'avril. Et on est en train de préparer aussi un event chez Meta à Paris pour fin mai. Donc, pour ceux que ça intéresse, restez connectés avec nous. Bonne journée à vous. Merci.